il me semble, si on compare les principes qui sont affichés pour l'économie sociale et solidaire et ceux qui sont affichés pour la philanthropie, eh bien, on retrouve beaucoup de traits communs. Je ne vais pas insister sur les traits communs, je pense qu'ils sautent aux yeux de tous et de toutes. Je vais plutôt mentionner les distances objectives qui existent entre les deux. Distances objectives, mais qui peut-être ne sont qu'apparentes, ou en tout cas qui pourraient être surmontées, me semble-t-il. La première, c'est l'insistance de la philanthropie sur l'interdiction de distribuer des bénéfices. C'est un élément central, radical, de la philanthropie que cette prohibition de distribution de bénéfices. Et cela constitue donc un problème pour la philanthropie vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire qui, elle, vous le savez, fonctionne avec un principe de lucrativité limitée. Et là, le risque, c'est que la philanthropie mette l'économie sociale et solidaire dans le même sac que les entreprises capitalistes, puisque, objectivement, l'une et l'autre partagent les profits, même s'ils ne le font pas ni de la même manière, ni avec la même intensité. Je n'insiste pas sur la nécessité ici de travailler ensemble pour peut-être comprendre que ce qui compte, ce n'est pas tant de savoir si on partage un peu ou pas du tout, mais de savoir si le mobile de l'action, c'est l'enrichissement maximal ou si c'est autre chose. Et on voit bien que selon les deux propositions, la configuration qui va en résulter ne sera pas la même. Deuxième difficulté apparente, la propriété collective, sur laquelle insiste l'économie sociale et solidaire, et à laquelle ne se rallierait pas la philanthropie. Il me semble, et j'espère le montrer dans ce guide, que quand on regarde par-delà les mots et par-delà les connotations, ce que recouvre effectivement cette propriété collective, eh bien, elle est finalement très proche de ce qui existe dans la philanthropie. Troisième élément, la démocratie, là encore extrêmement mise en avant par l'économie sociale et solidaire, peu ou pas par la philanthropie. La difficulté est sans doute plus sérieuse, mais la différence de contexte est certainement pour beaucoup dans cette opposition apparente. Alors, voilà, je ne vais évidemment pas tirer de conclusion de cet exemple. Ceux qui regarderont le texte verront que la conclusion est de dire que finalement, oui, il y a des différences. Ce ne sont sans doute pas des différences irrémédiables et que tout est question de choix, de construction intellectuelle, juridique, conceptuelle, et que il appartient aux uns et aux autres de reconnaître les différences et dans le respect, peut-être est-il possible de cheminer davantage ensemble. Cette première partie de l'ouvrage sur le qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire peut ne pas sembler orientée vers la pratique, vers l'édiction de dispositions législatives.
Si on s'en tient aux intitulés, c'est exact. En revanche, on comprend bien que présenter les différents principes et discuter les différents principes de l'économie sociale et solidaire, pour reprendre cet exemple, qui constitue un élément important de cette partie, puisqu'il y a des débats nourris autour de ces principes, eh bien, c'est un préalable indispensable, puisque ces principes constitueront vraisemblablement un élément de la loi d'économie sociale et solidaire. Et donc, les trois parties sont bien distinctes. Première partie sur de quoi parle-t-on. Deuxièmement, comment, et j'y arrive immédiatement. Mais on comprend bien aussi donc que les trois parties, avec le pourquoi, sont tout à fait interconnectées. Quoi qu'il en soit, donc, deuxième partie, comment promouvoir l'économie sociale et solidaire? Et c'est certainement la partie la plus importante, la plus charpentée et celle vers laquelle tout le monde va avoir le regard. Il y a tout de même de nombreux renvois à d'autres parties publiques. Dans cette partie, dans cette deuxième partie, qui se subdivise à nouveau en trois sous-parties, on retrouve d'un côté le cadre juridique, mais également les politiques publiques, et puis la structuration ou des réseaux d'économie sociale et solidaire. Ce sont, me semble-t-il, les trois aspects que doit revêtir une loi qui cherche à promouvoir l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas à nouveau entrer dans chacun de ces trois domaines. Je préciserai simplement que la question des politiques publiques est sans doute celle qui a déjà été le plus étudiée auparavant, celle sur laquelle on trouve déjà de la littérature. Ce qui n'est à peu près, enfin beaucoup moins vrai, en tout cas pour le cadre législatif, le cadre juridique, disons, ou la structuration des réseaux. Nous espérons, j'espère, ne pas avoir fait trop de redites. Ces politiques publiques sont ici vraiment envisagées dans leur dimension juridique et sur le comment juridiquement on articule ces politiques publiques et comment est-ce que il est nécessaire d'avoir bien en vue ces politiques publiques, même au stade de la rédaction d'une loi cadre. Alors, je ne vais prendre ici qu'un petit exemple, enfin, vous mentionnez quelques points que vous verrez développer. Par exemple, faut-il adopter une approche statutaire ou une approche que j'ai appelée substantielle, certains disent normative, de l'économie sociale et solidaire? Pour dire les choses autrement, très longtemps, en tout cas dans la partie économie sociale, disons, on a défini l'économie sociale par la liste des formes juridiques que pouvaient revêtir les entreprises de l'économie sociale. Pour faire simple, on disait que l'économie sociale, ce sont les associations, les fondations, les coopératives et les mutuelles. Point. C'est l'approche statutaire. De plus en plus, cette approche est mitigée, nuancée par l'autre approche, par une autre approche, celle que j'appelle de substantielle,
qui consiste à fournir une définition ou des principes ou des critères sans égard à la forme juridique. Que faut-il préférer? J'essaie dans ce guide de montrer les avantages et les inconvénients de chacune de ces voies. Deuxième exemple, le label. Faut-il un label d'économie sociale et solidaire? Troisième exemple, comment va-t-on établir un lien entre, d'un côté, cette loi d'économie sociale et solidaire qui sera nécessairement une loi générale, en un certain sens programmatique. Comment va-t-on relier cela avec la réglementation du fonctionnement quotidien des entreprises concernées? Exemple, comment va-t-on gérer la question de la rémunération des dirigeants? Comment va-t-on envisager la place des salariés? Comment va-t-on assurer l'effectivité de la démocratie? Ces questions ne peuvent être réglées dans une loi d'économie sociale et solidaire. Il n'empêche qu'il est important de les avoir à l'esprit car elles se poseront, bien sûr, au premier chef, aux acteurs eux-mêmes qui sont dans ces entreprises, mais elles se poseront aussi aux législateurs ou au pouvoir public qui vont devoir définir des règles minimales, pas dans la loi d'économie sociale et solidaire certainement, mais dans des lois propres à l'une ou l'autre des formes juridiques qu'elles empruntent. Je ne mentionne que pour mémoire la question de la fiscalité ou du financement. Là encore, ce sont des points qui ne sont pas définis dans une loi d'économie sociale et solidaire, mais il est central d'avoir à l'esprit et d'avoir une bonne idée de comment ces questions vont se poser, car la façon dont on aura rédigé la loi d'économie sociale et solidaire aura une incidence sur l'appréhension de ces problèmes. Troisième partie, pourquoi promouvoir l'économie sociale et solidaire? Je dois dire que finalement, cet intitulé de la troisième partie est un peu trompeur. Il n'est pas exactement faux, mais un peu trompeur. Oui, il s'agit de savoir pourquoi il convient de promouvoir l'économie sociale et solidaire, mais c'est plus que cela. Parce que si ça n'était que cela, eh bien, il faudrait très logiquement l'envisager au début du guide. C'est plus que cela parce que il s'agit finalement dans cette troisième partie de montrer comment l'économie sociale et solidaire se rattache à de nombreuses questions d'actualité de notre époque, de questions brûlantes aujourd'hui et brûlantes pour les organisations internationales comme pour les États. Et le lien qui existe entre l'économie sociale et solidaire et ces problèmes contemporains constitue tout à la fois une justification de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Autrement dit, en promouvant l'économie sociale et solidaire, on va aussi opérer la promotion de solutions à ces problèmes contemporains. Et sous cet angle, eh bien, cette troisième partie est aussi une invitation aux acteurs qui sont engagés dans ces problématiques contemporaines de se saisir de l'économie sociale et solidaire.
Cette troisième partie est donc comme la construction de ponts mobiles, bien sûr. Alors, quels sont ces domaines dans lesquels l'économie sociale et solidaire serait utile? Euh, Évidemment, et cela, beaucoup l'ont déjà travaillé, ce sont les objectifs de développement durable, les ODD, mais on peut mentionner aussi le logement, les communs. Je ne vais pas faire la liste complète, mais vous verrez que ces questions sont développées dans la troisième partie. Pour terminer, je voudrais seulement dire quelques mots sur ce qu'il va falloir ajouter à ce guide. Bien sûr, il méritera d'être mis à jour, puisque il y aura de nouvelles lois d'économie sociale et solidaire. Bien sûr, certains points ne sont pas assez approfondis et ils mériteront de l'être. Mais il me semble que ce qui serait vraiment idéal, et je sais que c'est déjà en projet, c'est d'avoir une version en ligne du guide, version qui pourrait être interactive et qui, du coup, pourrait s'enrichir indéfiniment par les apports de tous. Car enfin, j'ai beau avoir consulté les différentes lois, je ne me prétends pas un spécialiste du droit camerounais ou du droit argentin. Je ne ferai que une dernière remarque, parce que je pense que c'est une question importante et qui n'est pas discutée dans le livre. C'est dans le guide, c'est la place du droit coopératif. Je pense qu'il y a, d'un certain point de vue, une survalorisation du droit coopératif. Et je ne dis pas seulement dans le guide, je dis partout dans le droit de l'économie sociale et solidaire, dans les législations, parmi les auteurs. Cette survalorisation, à mon avis, a de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, me semble-t-il, outre l'importance des coopératives, mais cette importance est à la fois numériquement forte et en termes de chiffres discutable, en termes de résultats économiques. Enfin, non, quand je dis de résultats économiques, je veux dire de proportion dans l'activité des entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc là, ça n'est peut-être pas la bonne raison. Là où il y a une bonne raison, me semble-t-il, c'est la bien meilleure structuration du droit coopératif par rapport à d'autres formes juridiques. Mais je pense que, et c'est là une invitation, les autres formes juridiques et les spécialistes, les juristes qui travaillent sur ces autres formes juridiques devraient s'investir, et les acteurs également pourraient s'investir dans la contribution à l'élaboration, d'une part, d'une doctrine de l'économie sociale et solidaire, et d'autre part, d'un droit de l'économie sociale et solidaire. Et donc, je suis par ailleurs spécialiste de droit coopératif, donc ça n'arrange pas les choses, mais je pense qu'il y a une très grande utilité du droit coopératif et je n'attends qu'une chose, c'est que des collègues ou des acteurs viennent apporter des pierres provenant d'autres formes juridiques. Cela dit, merci à tous pour votre écoute, votre patience et j'espère que l'un ou l'autre prendra plaisir à la lecture, sinon de tout le guide, du moins de morceaux, et je suis évidemment très disponible pour toute discussion complémentaire. Merci beaucoup, David.
Si tu n'y vois pas d'inconvénient, on partagera ton contact aussi pour les personnes qui veulent te poser des questions. Alors, on avait prévu que ce soit les co-présidents qui fassent la transition, mais je les vois plus apparaître. Ah, ici. Voilà. Je te laisse le soin de faire la Non, il n'y a transition pas de alors. souci, hein, c'est toujours un peu particulier quand on travaille en vidéoconférence. Un grand merci à David pour cette présentation. On aurait pu effectivement, comme tu l'as dit, rentrer, mais ça nous aurait pris un cours magistral, même si c'est très agréable de t'entendre présenter et de t'entendre parler. C'est bien aussi d'avoir souligné l'importance de l'ouvrage, mais également ses limites. Et je prends bonne note que tu es déjà partant pour un deuxième et un troisième ouvrage. Il te reste 2 mois de vacances pour commencer. Euh, Donc, c'est bien parce que c'est un ouvrage, c'est une contribution. Et c'est une contribution qu'on ne veut pas statique, tu l'as bien mentionné. C'est quelque chose qui doit évoluer, qui va s'alimenter. Je pense que ça va peut-être, cet ouvrage, faciliter aussi pour les hommes et les femmes politiques, la rédaction de législation cadre. Voilà, c'est ce que nous espérons et qui viendront une fois en plus alimenter ce travail. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue de Tunisie. J'espère qu'il est connecté, Eva, Madame Nawel Jabès, qui est un État qui vient de se doter récemment d'une loi sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est très important de le mentionner parce que la dynamique démocratique en Tunisie, qui remonte évidemment au printemps arabe, est une force importante de mobilisation et l'économie sociale et solidaire trouve tout son sens dans un cadre démocratique. Euh, il est fort peu probable que dans un État, dans une dictature, l'économie sociale puisse pleinement s'épanouir et trouver ses repères. Mais dans une société en pleine évolution comme est la Tunisie, je pense que c'est certainement un élément très important. Et le pouvoir politique, les hommes politiques l'ont bien compris en adoptant ce cadre juridique pour l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Je vais lui laisser présenter ce document, ce texte qui sera certainement beaucoup mieux présenté que moi. Merci beaucoup, je te laisse la parole. Merci. Vous m'entendez? Très bien. Merci. Merci d'abord à David de nous avoir donné cette envie de lire ce guide. C'est très intéressant, même si en Tunisie, on a déjà cette loi relative à l'ESS, mais déjà, il y a des voix qui s'élèvent maintenant pour dire il faut l'amender, certains articles ont besoin d'être revus. Donc, d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous l'expérience qu'on a vécue en Tunisie sur la naissance de la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Et donc moi, je vais parler surtout des facteurs qui ont permis la naissance de cette loi, un peu son parcours, le parcours du projet de loi qui a abouti à l'adoption de cette loi au Parlement tunisien pratiquement l'année dernière. On a fêté un an le 17 juin et aussi je vais partager un peu les spécificités donc qui permettent de contextualiser cette loi et surtout aussi les points de vigilance au cas où, bien sûr, dans d'autres contrées, il y a envie ou il y a actuellement nécessité de rédiger une loi sur l'ESS. Donc, effectivement, cette effervescence sociale qu'on a vécue en janvier 2011, c'est elle le moteur qui a poussé pour revoir, en gros, hein, le modèle de développement économique et social en Tunisie. C'est vraiment un point de rupture qui indique, et tout le monde est d'accord en Tunisie, que le modèle économique et social qu'on a adopté depuis 1985 n'arrive plus à répondre aux besoins économiques, sociaux, mais aussi, bien sûr, et aussi le régime politique qu'on avait avant. Et donc,
je vais adopter une démarche chronologique un peu, puisque je suis dans le parcours d'adoption de la loi. En 2013, et en réponse à ces revendications des jeunes tunisiens, il y a eu la signature du contrat social. C'est important, ce contrat social où on mentionne pour la première fois qu'il y a nécessité d'instaurer un nouveau secteur économique, et c'est écrit noir sur blanc, une économie sociale qui pourrait, disons, colmater les défaillances des deux autres secteurs publics et privés. Puis, en 2015, on a organisé une conférence tripartite sur l'ESS et c'est vraiment, c'était la grande sortie médiatique, publique aussi, pour de l'économie sociale et solidaire, mais c'est aussi un signe fort des politiciens du gouvernement pour montrer leur appui et leur volonté d'instaurer cette économie en Tunisie. Bien sûr, avec ce mouvement vers l'économie sociale et solidaire a été renforcé fortement par lorsque l'UGTT a rejoint le collectif qui milite pour l'instauration de l'ESS en Tunisie. Et l'UGTT, historiquement, c'est une force de proposition pour les gouvernements et forte de son historique et forte de son réseautage international avec l'appui technique et financier des partenaires, particulièrement l'OIT et des ONG en relation avec les syndicats, l'IPOSI, Nexus Emilia Romagna. L'UGTT a proposé noir sur blanc la première proposition d'un projet de loi organique. L'UGTT a proposé une loi organique de l'ESS en Tunisie. Elle l'a proposé au gouvernement. Depuis ce temps-là, l'ESS s'est inscrit dans plusieurs documents officiels de référence, particulièrement le plan quinquennal de développement économique et social 2016-2020, la stratégie nationale pour l'emploi, la stratégie nationale pour l'inclusion financière, pour l'autonomisation des femmes rurales, etc. En 2017, on a eu une étude de référence jusqu'à maintenant sur l'ESS en Tunisie et qui a permis de faire un premier diagnostic sur cette économie, mais surtout de faire un plan d'action pour la promouvoir et en tête des points à faire, des initiatives à faire, c'est promulguer une loi pour l'ESS en Tunisie. Entre-temps, il y a un début de structuration institutionnelle et même en l'absence d'une loi sur l'ESS, on a vu l'apparition d'autres textes juridiques qui parlaient d'ESS ou qui voulaient l'entrepreneuriat dans le cadre de l'ESS, comme le Code des collectivités locales. Bien sûr, intensification de la coopération internationale pour appuyer l'action publique et aussi les entrepreneurs dans le secteur de l'ESS, mais sur le terrain, les promoteurs de cette économie, les entités de cette économie trouvent beaucoup de difficultés à se formaliser, à se financer, à être visibles et à être reconnus, d'autant plus que malgré toutes ces initiatives dont je vous ai parlé, il restait un flou conceptuel. Cette terminologie nouvelle en Tunisie, c'est quoi l'ESS, c'est quoi l'innovation sociale, qu'est-ce qu'une entreprise d'ESS, ceci d'autant plus qu'il n'y a pas un cadrage international, il n'y a pas une définition unanime internationale, comme par exemple dans le cas des objectifs de développement durable où tout le monde est d'accord sur la définition, sur les indicateurs, etc. Donc, on a ressenti réellement la nécessité de légiférer sur l'ESS, de avoir
une même définition, un partage des principes, comment on va l'institutionnaliser, comment elle va s'organiser, quelles sont les entreprises qui seront dans le giron de l'ESS, comment ils vont se financer, etc. Et bien sûr, pour pousser et donc pour traduire cette volonté politique, donc tous les partis en Tunisie voulaient promouvoir l'ESS, il faut avoir une assise juridique pour pouvoir traduire cette volonté politique vers des actions concrètes. Et donc, depuis que l'UGTT a déposé son projet de loi auprès du gouvernement, ce projet de loi a connu plusieurs couloirs, bien sûr un parcours classique pour sortir vers le Parlement, mais je voudrais insister sur deux ou trois choses dans ce parcours. D'abord, qu'il a été donné la responsabilité de modifier cette loi et de la mettre au nom du gouvernement au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, et particulièrement dans un projet très structurant en Tunisie, qui était le projet Promesse. Et imaginez le copil du Promesse particulièrement, 40 personnes autour d'une table qui parlaient d'articles, et c'était des personnes, c'était pas des juristes, et forcément aussi pas des personnes qui connaissaient de quoi en parler. De même, à un certain moment, on a proposé ce projet de loi à consultation nationale avec des plaidoyers sur toute la Tunisie, et chacun proposait ou voulait faire ramener la société civile, les syndicats à la vision dont ils avaient de l'ESS. Après, bien sûr, en décembre 2019, ce projet de loi a été déposé auprès de l'ARP. Il y a eu plusieurs commissions ou séances d'écoute pour faire le plaidoyer. Et en ce moment-là, il y a eu la naissance du mouvement Tourne et Solidaire, qui est un mouvement, un collectif informel réunissant pratiquement un grand nombre, 140 institutions, pas institutions, associations, personnalités, en tout cas tous les acteurs de l'ESS qui voulaient plaider pour leur vision et pour une loi qui soit utile aussi bien pour le gouvernement, mais aussi pour les acteurs sur terrain. Donc, je finis par la spécificité de cette loi. Et d'abord, le premier article, il parle d'une loi cadre. C'est le cadre de référence pour l'ESS. C'était là pour faire un clin d'œil au débat sur une loi organique ou une loi ordinaire. Donc, on a adopté une loi ordinaire, mais avec la motion cadre de référence. En Tunisie, on a opté pour l'obtention d'un label ESS pour faire reconnaître qu'une entreprise fait partie de l'ESS. C'est une loi très précise sur la définition de la lucrativité limitée, même en donnant des pourcentages précis sur la répartition des excédents. Elle a plafonné les salaires à 8 fois le SMIC, particulièrement pour les entités à but non lucratif. Là, et elle a aussi permis la création d'une ligne de garantie des fonds. Elle a permis la réservation d'un pourcentage pour les marchés publics, et elle a créé aussi un compte satellite dédié auprès de l'Institut national des statistiques, ce qui permet de mesurer précisément l'impact de cette économie, l'impact social et économique, mais aussi pour une meilleure visibilité de ce secteur. Finalement, je termine avec un peu la capitalisation de notre expérience, et je partage avec vous un peu des points de vigilance si quelqu'un au pays va écrire, rédiger sa loi. D'abord, il faudra éviter de donner ou de charger une institution ou un ministère sectoriel de cette loi, parce qu'on va réellement dévier, comme nous on le sent maintenant en Tunisie,
lorsqu'on parle d'ESS, on parle surtout de mécanismes de création d'entreprises et d'emplois plus qu'un concept pour le changement sociétal. Aussi, il ne faut pas trop chercher les compromis et il faut oser l'innovation, quitte à laisser certains points à un arbitrage stratégique ou politique, parce que si on est dans le compromis, on va être vraiment dans un texte qui n'a ni odeur, il n'a pas de spécificité. Et effectivement, pour Bon, elle a disparu. Je crois qu'on l'a perdu, oui. Il faut peut-être Oui, repasser je la crois qu'on l'a parole. perdu très rapidement. Ah, ça y est. Oui, je termine, qui vont contribuer à la rédaction. Ils doivent quand même être formés et conscients de c'est quoi l'ESS pour sortir de leur cadre, de leur confort, zone de confort et oser l'innovation et surtout l'innovation sociale. Voilà, j'ai terminé. J'espère, surtout pour les interprètes, que j'étais pas trop rapide pour être dans les 10 minutes. Merci pour votre attention. Muchas gracias a ti, Noel, una muy buena experiencia en el ámbito nacional. Creo que en el caso de los países como Túnez, que tienen una organización política unitaria, la definición legislativa de la economía social y solidaria es por el ámbito, el poder legislativo, en este caso lo ha dicho Noel, como su parlamento, y eventualmente en algunas otras ocasiones por el Ejecutivo cuando tiene capacidad para iniciar las leyes. Pero en el caso de los países federales o divididos en entidades autónomas, ellos se enfrentan a otra situación. La elección de la localidad o del nivel de parte territorial donde se iría a dar la legislación. Brasil es un muy buen ejemplo de esta superposición de órdenes jurídicos entre los diferentes sitios geográficos del país. De hecho, Brasil cuenta con una serie de leyes federales sobre la economía social y también tiene un proyecto de ley nacional. Por eso el profesor Leandro Moraes de Brasil, doctor en economía, profesor e investigador de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Brasil, nos hablará precisamente de esa experiencia brasilera. Doctor Leandro, adelante, tiene sus micrófonos. Muchas gracias por estar aquí. You are muted, Leandro. Maybe you can reactive your microphone. Leandro? Okay. Yes, we can hear you right now. Yo la pongo o está también con la organización. Creo que Eva tiene no sé si, yo la tengo acá, puedo poner, pero no sé dónde hacer la presentación. ¿Tu peux la mettre, cette présentation? Sí, un segundo, la ponemos. Vale. Mientras tanto, puedo decirles también ya que este es un tema de mucha importancia, de mucha relevancia. Sigo una discusión con la Comisión Económica para América Latina y Caribe, la CEPAL, sobre el tema de las políticas públicas, de la legislación y de la institucionalidad de las cooperativas en Latinoamérica y Caribe. Y es una discusión que estamos mirando como muy importante. En términos del caso brasileño, es importante decirles que sí, como nos dijo Elisa, tenemos una experiencia importante en la co-construcción de la política pública y de la legislación, de las leyes de economía solidaria y social en Brasil. En términos federales, tenemos la economía solidaria, que tuvo el proyecto 4685 de 2012,
aprobado na Câmara, que depois, em 2017, se ha tornado o projeto de lei 137, que cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária. Sin embargo, teníamos que ter outro passo para a aprovação da lei e da política nacional. Pero movimento contra a lei e movimento contra a realidade da economia solidária ha passado em Brasil, sobretudo a partir de 2016 e sobretudo em 2019, no atual governo, que ha destruído a economia solidária em termos federais. Ha ha passado a SENAIS, a antiga Secretaria Nacional de Economia Solidária, a pequeno departamento de economia solidária sem recurso, sem assistência e sem atenção. Dentro, também estava a SENAIS, dentro do Ministério de Trabalho e Emprego, que também o atual governo ha destruído o ministério. Não existe mais Ministério de Trabalho e Emprego em Brasil, onde estava ubicada a SENAIS, a nossa secretaria. Então, temos uma grande lição para país que tuvo, como por exemplo o professor Paul Singer, uma construção muito importante na política pública e também na legislação da economia solidária, desde modo de la co-construção de abaixo hacia arriba, também com a coparticipação de los participantes de los empreendimentos econômicos solidários. Hemos construído muito, pero no momento atual, desde o ponto de vista de la legislação e de la atenção de la política para a economia social e solidária, não hemos tenido a atenção devida. Neste PowerPoint, lo que devo decirles que com a pérdida de la importância governamental e no espaço de la construção de la legislação para a economia solidária em termos federais, temos hoje a resiliência de la construção de la legislação em termos subnacionais, es decir, em las ciudades e em los estados, e não na política federal. Então, hoje em Brasil, os municípios, as cidades e os estados que têm resiliência são os estados que têm a legislação para a economia solidária em seus territórios. E isso depende muito do ecossistema que se tem em termos de los participantes de los empreendimentos, de la sensibilidade política de los gobiernos locales para hacer acontecer el movimento. Em Brasil, temos, então, quando se habla genericamente de economia social e solidária, temos que ter em conta que temos uma diferença e que, sobretudo, a economia social e solidária são as cooperativas, o terceiro setor e os empreendimentos econômicos solidários, isso sim, a economia solidária. Então, a economia social e solidária são as cooperativas, terceiro setor, e os empreendimentos econômicos solidários. La próxima, por favor. Então, assim sendo, como é o tema da legislação, das leis? Então, por exemplo, em termos de las cooperativas, também há uma especificidade em Brasil, pois temos as cooperativas empresariais, as mais grandes, que estão destinadas ao mercado externo, sobretudo, também no mercado interno, mas são grandes exportadoras de produtos primários, estão categorizadas em la OCB, que são a Organização das Cooperativas Brasileiras, que ha nascido através de uma institucionalidade em governo militar do Brasil, em 1969, através da Lei 5.764 de 1971, que é a Lei General das Cooperativas em Brasil. Hoje em dia, a institucionalidade se hace através do Ministério de la Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dentro da Secretaria de la Agricultura Familiar e do Cooperativismo, que tem departamento do cooperativismo e acesso ao mercado, que trabalha muito cercano da OCB em muitos dos projetos. Pero também há uma outra realidade em Brasil, que são as cooperativas solidárias e populares, que estão organizadas bajo
la Unicopas, que ha sido criada en 2014, a través del proyecto de ley 519 de 2015. Y hoy en día hay una atención para este proyecto de ley, porque este proyecto de ley significa modernizar la Ley General de las Cooperativas del 71, es decir, tener también la Unicopas como formalización, como institucionalización del reconocimiento de las organizaciones cooperativas para además de la OCDE. La próxima, por favor. En términos del tercer sector, tenemos en Brasil los marcos regulatorios, que son las leyes 9.637 de 98, 9.790 de 99 y el decreto legislativo número 3.100 de 99 y el nuevo marco, que es la ley 13.019 de 2014. El tercer sector son asociaciones como fundaciones e institutos que están ligados a las empresas privadas tradicionales, a los grandes grupos econômicos, que a través del GIF, el Grupo de Institutos y Fundaciones Empresariales, del Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social y del Instituto de Ciudadanía Corporativa, además de la Asociación Brasileira de las ONGs, hace un trabajo de un viés filantrópico, asistencialista en términos de las organizaciones no gubernamentales que son pagadas, financiadas con el dinero de las empresas tradicionales. Y por fin, el tiempo es muy pequeño para detallar más. Tenemos, el próximo, por favor. Tenemos, de hecho, la economía solidaria en Brasil. La economía solidaria en Brasil se hace a través de los emprendimientos económicos solidarios de la antigua SENAIS, que tenemos el decreto 4.764 del surgimiento de la SENAIS y de la política pública federal nacional de economía solidaria, que estaba ubicada, como yo les dije antes, en el antiguo y extinto Ministerio de Trabajo y Empleo. Y ahí he puesto los principales marcos de avances 2012-2017 con los proyectos de ley para la creación de la Política Nacional de Economía Solidaria, aprobación del Senado Federal en 2019 y envío a la última comisión para, de hecho, crear la ley, que sería la ley 137 de 2017. Tá? Hemos tenido um avance também em 2019 com a Lei 13.928, que cria o dia 15 de dezembro em Brasil como o Dia Nacional da Economia Solidária, pero que, por outro lado, como veremos no último slide, se hace isso, pero não se aprova a lei nacional, pero não se extingue as SENAIS. Então, é algo que é incoerente, que é paradojal em nosso caso. Há outros marcos importantes também em termos de la legislação, que são os marcos de la recuperação judicial de las empresas recuperadas, del decreto que cria o Programa Nacional de las Incubadoras de Cooperativas Populares, que é o programa PRONINC, muito importante, com as universidades, etc. Também o decreto que é criado o Comércio Justo e Solidário, as cooperativas de trabalho, esse é um tema muito interessante, o Programa Nacional de Fomento a las Cooperativas de Trabalho, e o decreto de 2013 que ha criado o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e Cooperação Social. Para cada um desses, poderíamos falar 2-3 horas, que tinha muitas coisas muito interessantes, avanços, retrocessos, a co-construção, pero é impossível no momento. Último, por favor, o outro. Pero, sin embargo, com os avanços, há também os retrocessos, como, por exemplo, o desmantelamento da política pública federal, que eu les disse, a medida provisória que transforma as SENAIS em um departamento, e em atual governo, que é uma catástrofe para o tema da legislação e da política pública de economia solidária. Por fim, estou terminando já. Queria, o próximo, por favor, queria ensinar-lhes, o próximo, por favor, que há em Brasil, para quem quer conhecer, as legislações locais de economia solidária, a rede de gestores, onde estamos agora fazendo um trabalho muito cercano com eles, de assessoria para o tema da criação da lei, de um sistema municipal e territorial de economia solidária em las cidades brasileiras. Então, há este sítio web onde tem as legislações por vários municípios do Brasil, temos quase 6.000 municípios,
Entonces, sería mucha cosa hablar, nem todos tienen la ley, nem todos tienen, pero hay muchos que están queriendo hacerlo y nós estamos trabajando para eso también, muy cercano de la red de gestores para la creación de la legislación y del sistema municipal, local de economía solidaria, que es para la resiliencia de la economía solidaria en nuestro país face a la catástrofe federal y nacional de la política y de la legislación. Por fin, al final mismo, agora acabo, tendría mucho a hablar, cosas específicas, pero con el tiempo no es posible. Espero tener sido claro y estoy a la orden ahora y después también para continuar esta charla. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad y por la confianza. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Merci beaucoup, Leandro. C'est une présentation bien intéressante et qui reflète la diversité et la richesse de l'économie sociale au Brésil. Voilà, je pense que c'est aussi très important d'avoir un regard sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, de cette dynamique, encore une fois, de la société civile, bien sûr toujours confrontée à des aléas politiques, nous le savons, mais c'est une société qui progresse. Et l'économie sociale, en tout cas, n'a pas dit son dernier mot, comme on dit. Eva, tu me confirmes que nous n'avons pas la connexion avec le Cameroun? Et non, malheureusement, Monsieur Ndongo n'arrive pas à parvenir, enfin ne parvient pas à rejoindre la plateforme. Donc, il nous avait envoyé sa présentation. Il l'a également envoyé à Pauline Effa, qui est directrice générale de l'organisation PFAC, Partenariat Afrique-France pour un co-développement. Et donc, elle lui a demandé si elle pouvait donc nous retranscrire ce qu'il voulait nous communiquer dans cet espace. Alors, juste une seconde pour arriver à joindre Pauline qui va se connecter. Oui, c'est bon, on l'a. Pauline, on t'entend. Oui. En revanche, on ne te voit pas. Voilà, tu as la parole, Pauline. Si, non, c'est pas grave. De mettre ta vidéo pour ne pas affaiblir la connexion. Donc, voilà. Oui, je préfère sans la vidéo parce qu'après, la connexion n'est plus fluide. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci Alain. Je suis désolée pour Vincent. Du coup, je vais parler de la loi camerounaise sur l'économie sociale et solidaire. Je ne serai pas longue parce que j'ai vu le topo de Vincent, il avait mis l'essentiel. Je crois qu'il retraçait un peu les conditions dans lesquelles la loi est née. En 2004, le Cameroun s'est doté d'un ministère chargé de l'économie sociale et solidaire. 2006, on organise un colloque international où beaucoup d'experts sont venus pour comprendre. Le thème du colloque, c'était comprendre, organiser et promouvoir l'économie sociale au Cameroun. Et donc, on avait fait un peu un brainstorming. On a essayé de comprendre. Après, les choses se sont tassées, c'est-à-dire que l'économie sociale n'a vraiment pas pris son envol après ce colloque. Donc, on a commencé, la société civile a continué à faire un lobbying très accru. Et puis, le ministère a instauré ce qu'on a appelé, ce qui est maintenant, qui se déroule tous les 2 ans, les journées nationales de l'économie sociale. On n'avait toujours pas de loi. En 2010, on a élaboré une loi, mais il y a eu une incompréhension entre les sectoriels, c'est-à-dire que certains ministères, notamment le ministère de l'Agriculture, estimaient qu'il ne fallait pas avoir une loi sur l'économie sociale et solidaire, puisque le ministère de l'Agriculture est la tutelle des coopératives, en fait.
Et donc, la loi est restée un peu dans les tiroirs. Je dois dire que le ministère a mené une offensive en termes de plaidoyer. Donc, la loi était complètement bloquée. Et puis, il y a eu la création d'un réseau des maires pour l'économie sociale et solidaire. À ce réseau s'est ajouté le réseau des parlementaires pour l'économie sociale et solidaire. Et avec la société civile, on a porté le plaidoyer jusqu'à la présidence de la République, le ministère avec. En 2019, cette loi a finalement été votée. Et depuis 2006, depuis le colloque que j'évoquais, on proposait un modèle de structuration. Un modèle de structuration à la base, un modèle de structuration communautaire, c'est-à-dire mettre en place un réseau local d'économie sociale dans les territoires. Et contre toute attente, cette loi, une fois votée, le premier décret d'application, qui est d'ailleurs le seul jusqu'aujourd'hui, a été celui qui permettait cette structuration. Donc, ils ont compris que sans avoir structuré l'économie sociale, on allait avoir un fourre-tout. Surtout que la loi est une loi cadre. Elle n'entre pas profondément dans le contenu même de ce que pourrait être l'économie sociale au Cameroun. Or, nous sommes dans un contexte où il y a un peu de tout. Et on risquait de tomber dans des revers de pratiques un peu biaisées si on voulait garder les spécificités de l'économie sociale et solidaire. Il fallait vraiment qu'on aille auprès des communautés, qu'on essaye de cadrer, de protéger le secteur, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, depuis lors, la structuration, grâce à ce décret d'application qui reconnaît le RELES, le réseau local d'économie sociale et solidaire, on arrive aujourd'hui à structurer. D'ailleurs, il y a 2 jours, le ministère a organisé un atelier pour la vulgarisation de cette loi et de ce décret du Premier ministre. Voilà un peu, on a une loi, elle est à parfaire et nous pensons que d'ici qu'on ait d'autres décrets d'application, nous allons essayer de travailler avec la base pour tendre vers l'amélioration de cette loi. Pour donner un exemple, on a proposé une structuration, enfin le décret a proposé une structuration au sein des territoires et puis une structuration des fêtières. Alors, on passe directement de la structuration des territoires à la structuration des régions, ce qui risque de créer un vide au niveau des départements. Et ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont commencé les fêtières par les départements pour pouvoir aller au-delà. Donc, voilà un peu ce qu'il en est de la loi au niveau du Cameroun. On a bel et bien une loi qui reste à parfaire et je pense que ce guide va nous permettre de continuer à mener le plaidoyer pour que cette loi s'adapte mieux à nous ou alors pour qu'on arrive à l'améliorer pour qu'elle cadre bien avec les réalités du pays. Voilà ce que je peux dire, Eva, sur la loi camerounaise sur l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie et je suis désolée encore pour Vincent qui n'a pas pu
faire sa présentation. Merci beaucoup, Pauline. Alors, on a eu des apparitions de Vincent dans la boîte, mais j'ai pas l'impression qu'il arrive à prendre la parole. Donc, on va essayer de partager ces notes dans l'espace files, dans l'espace documents, et puis pour ceux et celles qui veulent, voilà, en savoir plus sur la loi camerounaise, on pourra également donner vos contacts si vous ne voyez pas d'inconvénient. Elisa, je te laisse continuer. Sí, muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Pauline, por tu presentación. Un placer, como siempre, escucharte y muchos saludos a ese lindo país. Ahora vamos a dejar el nivel federal y nacional de las leyes de economía social y solidaria para centrarnos en el nivel supranacional y en particular en la legislación europea de la economía social y solidaria. Para ello, la eurodiputada Marron Aubry, copresidenta del grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, lamentablemente no puede estar con nosotros, pero ha grabado un video para este lanzamiento. Adelante, Eva, puedes proceder. Alors, juste un instant, on règle les détails techniques, encore une fois. C'est tout l'inconvénient d'être à distance et en digital. Ça marchait juste avant qu'on commence l'événement et on va y arriver. Bonjour à toutes et à tous, je suis Manon Aubry, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen et eurodéputée de la France insoumise. Je suis désolée de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui à cause d'autres engagements, mais je suis ravie que vous puissiez aujourd'hui publier ce guide pour la rédaction d'un droit de l'économie sociale et solidaire, qui est clairement plus que bienvenu au vu du vide juridique au niveau européen dans l'accompagnement et le développement de l'économie sociale et solidaire, alors qu'elle joue, on le sait, et je sais qu'on partage ces objectifs, un rôle central dans la bifurcation écologique et solidaire que nous appelons de nos voeux. Et on voit bien qu'il y a des initiatives qui commencent à fleurir partout en Europe, dans différents pays européens, et qu'on a intérêt à créer ce cadre légal qui est plus que jamais nécessaire de l'économie sociale et solidaire, pour donner aussi un avantage à ceux qui respectent davantage les droits sociaux, davantage l'environnement. Et c'est le rôle, en tout cas, c'est ce qu'on tente de porter aujourd'hui au Parlement européen, et moi particulièrement aussi en siégeant dans la commission des affaires juridiques, où nous poussons pour un agenda de régulation des entreprises, y compris en s'inspirant de certains standards de l'ESS, pour notamment une gouvernance plus durable des entreprises. Mais je pense qu'il faut aussi faire évoluer la législation au niveau européen. Je pense notamment à la question des appels d'offres publics pour privilégier et faciliter l'accès de l'ESS à ces appels d'offres publics quand il y a une finalité solidaire et d'intérêt général qui est plus que jamais nécessaire quand, je pense, c'est de la commande publique, qui j'espère aussi pourra faciliter une généralisation des pratiques de l'ESS qui pourront inspirer l'ensemble des secteurs économiques. On a encore beaucoup de travail sur la table et du pain sur la planche, mais je sais qu'on est nombreuses et nombreux à porter ce combat, et notamment auprès des premiers concernés que sont les acteurs de l'ESS, dont on est ravis de porter
la voix au Parlement européen. Et donc, je serai heureuse de vous retrouver, j'espère en chair et en os, très bientôt pour continuer nos travaux ensemble. Oui, c'est bon. Voilà, je reprends la suite des événements. Donc, voilà, donc ici, nous avons eu l'intervention de Manon Aubry sur l'importance de ce cadre communautaire sur l'économie sociale et solidaire qui est en réflexion, peut-être en construction, et des enjeux qui sont évidemment liés derrière à ça. Elle a mentionné bien entendu les marchés publics, mais il y a aussi la relation au profit, hein, on l'a mentionné, David l'a également mentionné de manière importante, la notion de lucrativité limitée qui devra certainement être abordée dans le cadre du futur plan d'action européen pour l'économie sociale qui devrait être publié pour la fin d'année. Je vais maintenant passer la parole à Bruno Roland, directeur général de l'Alliance coopérative internationale. Quand je dis passer la parole, il nous a également communiqué une vidéo parce qu'il était aujourd'hui dans un momentum important et donc il n'était pas disponible. Mais voilà, ça montre aussi les relations que nous entretenons avec nos différents réseaux internationaux et avec les réseaux au niveau continental. Eva, la technique doit toujours suivre, donc je pense que tu peux lancer également. Good morning, good afternoon, good evening to all of you, dear participants. I would like to share with you the evolution of law in the experience of cooperatives and the relation between the international and the national level in such an evolution, and then see to what extent this experience can be useful to the wider social and solidarity economy or not. Let's make a first observation. Cooperatives are an actor which is particularly regulated around the world, and we should ask ourselves, why is it like that? And I think there are three main reasons for that. The first one is that cooperatives emerged with specific and commonly agreed standards about how they function and providing the necessary and sufficient common denominators to create one distinct business model. A second reason is that these common denominators or standards are highly operational, so that they need to be enshrined in legislation in order to function. The third reason is the fact that these commonly agreed standards have been agreed to at a global level, therefore providing a level of international recognition that makes it easier for individual states to adopt them and enshrine them in their legislation. So let's examine these three factors. The first one first. The early promoters of cooperatives spent a lot of time and energy since the middle of the 19th century to agree upon basic standards among themselves. At the origin, these standards were elaborated in the UK as of 1844, and after they were rapidly considered as national standards in the UK, they were somehow accepted and integrated by cooperative promoters from other countries, beginning with the two countries that started elaborating specific types of cooperatives, which were Germany and France. And then it extended to other countries like the rest of Europe, to North America and Latin America, as well as India to begin with. These were an easy debate, sometimes tense, but through these contacts, the early cooperative promoters managed to reach some kind of consensus, even though an easy one, around these first cooperative standards that were initially elaborated in the UK. Then the early cooperatives from 12 countries decided to establish a common organization in 1895, the ICA, International Cooperative Alliance, partly with the objective to manage those common standards, and which has in fact spent a very important part of its energy since then in managing these standards, including at specific moments in coordinating their update and improvement. And this happened 3 times
in the 1930s, in the 1960s, and in the 1990s, and each time with years of consultation among ICA members in order to reach consensus. Let's now examine the second factor for the importance of cooperative legislation around the world. The cooperative standards are and have become increasingly of an operational nature. For example, the second cooperative principle of democratic member control has required legal protection, and in many countries increasingly so. An example that illustrates this today is the fact that in some countries and in some sectors, there has been an attempt to impose the presence of external experts in cooperatives boards. And such imposition goes counter to this cooperative principle. So you need to have cooperative legislation to protect cooperatives as a specific business model that does not is not compatible with that particular provision. A second example, the reserves foreseen in the third cooperative principle are of such a specific nature that they require legal protection in terms of asset management and in terms of tax law. And a third example is that the sixth cooperative principle of cooperation among cooperatives has required legislation in order to regulate the way in which cooperatives combine and cooperate with each other as enterprises in secondary cooperatives, tertiary cooperatives, and cooperative groups, whereby they reach complex combinations, and this required to be protected by legislation. The third factor why the cooperative business model is so regulated around the world is that the cooperative standards that define it are and have increasingly been perceived by public authorities around the world as a unified and harmonious set of standards at the global level. And the last version of that is the ICA Statement on the Cooperative Identity, adopted in 1995. So the perceived importance of cooperative law by national legislators has been substantially strengthened by a recommendation of the ILO called the Promotion of Cooperatives Recommendation number 193, because this recommendation of 2002 includes all these standards in the ICA Statement of the Cooperative Identity that were adopted 7 years before. And these standards were approved by all governments, trade unions, and employers' organizations during the voting procedure at the ILO in 2002. Now, how and to what extent is this experience of cooperatives pertinent and useful for the wider social and solidarity economy? Well, first of all, let's observe that the social and solidarity economy has already been the object of legislation in a series of countries, beginning with Spain and France in the middle of the past decade. And as we see in these two countries, the legislation defines what the social and solidarity economy is and what are its boundaries, what type of enterprise and organizations can be included in the social and solidarity economy concept. So a major difference between the regulation regarding cooperatives and the one regarding the wider social and solidarity economy is that cooperatives are a single actor with a single business model defined by a single common set of standards, whereas the social and solidarity economy is composed of different actors, including cooperatives, mutuals, associations, and so on, who do have a series of common denominators, but also have a series of differences in their models and have usually been regulated before the advent of the social and solidarity economy. So it makes the social and solidarity economy legislation one that is expected to cover an overarching notion more than a definitive concept, like instead cooperatives or mutuals. Let's now turn to the relation between the national and the international features and sources of law. And again, let's see whether the experience of cooperatives is of use to the wider social and solidarity economy.
let's go back to the ILO recommendation 193, which I just mentioned. We should ask ourselves, what is the relation between an international text like this recommendation on the one hand and cooperative law at the national level on the other? Can we speak of an international law of cooperatives having been generated by ILO recommendation 193? Well, among cooperative law experts, there are different opinions about that. But what is certain is that recommendation 193 has a normative character. It is therefore a potential source of law because it contains all the necessary and sufficient standards to define the cooperative business model. And indeed, its approval has been a very important boost in the advancement of cooperative legislation around the world. This is a fact that we can observe. So coming back to the wider social and solidarity economy, we should ask ourselves, to what extent the expected international texts regarding the social and solidarity economy will be of a sufficient normative nature in order to generate a regulatory dynamic in the various national legislations around the world on the social and solidarity economy. Next year, the International Labour Conference, which is the big meeting that the ILO organizes every year for 2 weeks in June and groups governments, trade unions, and employers' organizations from around the world, has on its agenda the social and solidarity economy for the first time. We don't know yet how this agenda point will be managed. We also don't know what kind of instrument will come out of it. But what we do know already is that usually when the ILO puts a topic on its agenda, it generates a detailed dynamic with consultations that start months before. So we can expect that the treatment of the social and solidarity economy topic next year at the International Labour Conference could potentially have a substantial normative component. The ILO, through this agenda point, is expected to work on the definition of the social and solidarity economy, on its characteristics, as well as on the types of actors that are part of the social and solidarity economy. So if that happens, well, indeed, this could have an important normative impact. And therefore, it is important that the social and solidarity economy actors at the global level follow very closely the preparation of this agenda point at the International Labour Conference next year. Indeed, if the various governments of the world, plus the trade unions, plus the employees' organizations, can reach a consensus towards a minimum concept of the social and solidarity economy next year at the ILO, this could generate some kind of convergence in the world regarding the national legislation on the social and solidarity economy. And that would be, it would be more difficult for national regulators at that point to work on legislation for the social and solidarity economy in an isolated fashion without taking into consideration this normative advance. And on the other hand, vice versa, the more convergence there will be in the future among national social and solidarity economy law, the more we will also be able to speak of an international reality regarding the social and solidarity economy. So it works both ways. On the one hand, the international level being able to influence the national level, and vice versa, the national level creating possibly a reality as a convergence at the international level. But this all still has to be verified, and we have to work very closely and monitor closely what is going to happen at the ILO next year. Thank you very much. Bye-bye. Très intéressant cette intervention de Bruno Roland du coup sur les acquis du droit international coopératif qui nous semble être aussi une piste à suivre pour l'étendre à l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. Je vais formuler donc
quelques idées finales pour clore cet événement et remercier donc d'abord tous les panélistes qui nous ont donné à voir une multitude de points de vue qui illustrent bien la diversité des parties prenantes à la fois dans la rédaction, l'adoption, mais aussi l'application d'un droit de l'économie sociale et solidaire. On a d'abord eu le point de vue de la société civile dans un État unitaire qui vient juste de se doter en 2020 d'une loi ESS avec cette expérience tunisienne. Merci Nawel. Ensuite, le point de vue toujours de la société civile académique d'un État, cette fois fédéral, où sont en phase de cohabiter des ordres juridiques régionaux, fédéraux, mais également dans les tiroirs un projet de loi avec l'expérience brésilienne. Merci beaucoup Leandro pour cette explication. Ensuite, malheureusement, on n'a pas pu avoir la perspective et le point de vue d'une autorité et son rôle dans la rédaction, l'adoption et l'application d'une loi ESS. Mais on sait et on est convaincu que l'engagement des pouvoirs publics donne le ton aux politiques publiques, et c'est seulement grâce à cette application de politiques publiques adaptées que ces entreprises de l'ESS et ces organisations peuvent être promues. Ensuite, on est monté d'un cran de gouvernance avec le droit européen en matière d'ESS qui est en pleine réflexion, construction, et on ne doute pas que les prochaines avancées vont être significatives. Et c'est aussi très inspirant de voir que une organisation régionale, enfin une régionalisation, parvient aussi à impulser une dynamique de ESS. Et une des recommandations qu'on pourrait formuler, c'est également à toutes ces institutions régionales des Amériques, par exemple le Mercosur qui travaille sur la question de l'ESS, d'Afrique, par exemple l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ou l'Union africaine qui travaille sur la question de l'ESS également, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans les Balkans et en Asie, également emboîtent le pas à cette structuration, positivation du droit de l'ESS. On est ensuite encore monté d'un cran avec ce niveau international et donc l'intervention de Bruno Roland de l'Alliance coopérative internationale. Et donc voilà, ce droit coopératif international qui peut également être une source d'inspiration pour indiquer la marche à suivre à l'ESS. Bruno Roland l'a bien rappelé, il y a des momentum à venir qui marqueront très certainement l'histoire de l'ESS et la positivation, mais également le fait qu'il y ait un droit dur au-delà du droit déclaratif, donc qu'on appelle le droit mou. Et donc ces momentum, c'est comme il l'a dit, la mise à l'agenda lors de la conférence internationale du travail en 2022 d'un point relatif à l'économie sociale et solidaire au service d'un avenir du travail, mais ensuite également l'adoption d'une résolution de l'ESS par l'Assemblée générale qui se profile et se présage. Pour ces deux momentum, il va falloir être unis, il va falloir se serrer les coudes, et donc nous espérons et nous souhaitons mettre en place une coalition internationale de l'économie sociale et solidaire qui rassemble des réseaux intercontinentaux de l'ESS, car il nous faut justement unir nos forces. En ce qui concerne le guide, en plus de fournir, donc, comme David disait, des repères, des débats, des exemples de dispositions, et donc de baliser la voie pour les décideurs, nous formulons une série de recommandations à la toute fin, à l'attention d'acteurs, d'actrices de l'ESS, mais également à tous les niveaux de gouvernance. Et donc, on vous invite à en prendre connaissance. C'est aussi notre trame de plaidoyer qui va joncher notre travail pour ces prochaines années.
Alors, pour terminer, un mot sur le guide aussi, comme l'a dit David encore, on souhaite que ce guide soit vivant. On a imaginé que ce guide puisse être un outil référentiel qui soit collectif et donc ce qui sous-entend que les personnes et les institutions compétentes sont invitées à y participer, à le modifier, à l'alimenter, à le maintenir à jour, parce que c'est on a des avancées significatives tous les mois, toutes les années, et on veut que ce soit vraiment actualisé et vivant. Un grand merci à David Diez, aux nombreuses personnes qui ont contribué à ce guide, à nos membres et partenaires qui ont rendu possible cette publication, qui nous soutiennent depuis maintenant de nombreuses années, aux panélistes, merci aux participants et aux participantes à cette session. Et nous vous souhaitons, au nom de SS Forum International, une très bonne lecture de ce guide. Merci bien. Au revoir.